Voilà. Alors je vois passer vos messages, je vois passer, on m'envoie la plupart du temps des liens à droite et à gauche de médias francophones qui vous expliquent que c'est la panique chez les démocrates, que Donald Trump est désormais favori, confortablement installé vers la Maison Blanche. On multiplie les sondages, on multiplie ces chiffres qui montrent que Donald Trump est repassé État par État devant Kamala Harris. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, ça serait pas mal de se plonger dans ce sujet-là et voir en toute honnêteté euh, où nous en sommes. En toute honnêteté, où nous en sommes. Donc, de se dire, est-ce que effectivement Donald Trump est passé devant Kamala Harris? Est-ce que effectivement la campagne de Kamala Harris panique? Et au-delà de la campagne, au-delà des sondages, quels sont les autres indicateurs, et savoir si ces autres indicateurs, hein, vous verrez, on parlera tout à l'heure d'un dont on parle très peu dans les médias, mais qui est assez intéressant, si ces autres indicateurs sont favorables à Kamala Harris ou à Donald Trump. C'est pas un baromètre. J'ai terminé une première version du baromètre qui sera le baromètre final de la chute, État par État. On fera ça dans les derniers jours d'octobre ou les premiers jours de novembre. Donc voilà, dans le détail, on va se mouiller, ce qui est d'après moi mon pronostic. Là, je vais vous faire une espèce de portrait de la situation pour que vous compreniez où nous en sommes. Et on va justement commencer à parler de sondage, parce que je sais que c'est un des sujets les plus importants, hein. Il y a une obsession pour les sondages, il y a une ironie d'ailleurs dans cette obsession pour les sondages, c'est que, elle est basée sur une fausse perception. Et même si à chaque fois que Jean-Marc Léger passe dans l'émission, Jean-Marc Léger, donc le créateur, le fondateur de l'Institut Léger au Québec, institut de sondage, il vous dit attention, les sondages ne sont pas des outils prédictifs, c'est juste un instantané du moment. Euh, on a tendance à l'oublier et donc à se projeter dans les chiffres qu'on voit passer. Donc ça, c'est la première ironie. Et la deuxième ironie, même s'il faut en parler, c'est que élection après élection, lorsque les résultats tombent, on a ce constat de dire ah ben tiens, les sondages se sont trompés, mais un an après, 2 ans après, 3 ans après, 4 ans après, on continue à baser nos humeurs sur les sondages. Exactement, Maxence, les sondages ne votent pas. Mais on va voir, c'est encore pire, c'est encore pire que ça. C'est qu'on est dans une situation extrêmement particulière. Donc on vous a parlé du fameux indice RCP, par exemple. Et quand je vois sur Radio-Canada, je crois que c'était hier ou avant-hier, qu'on continue à mettre en avant l'indice RCP, Real Clear Politics, je vous rappelle que c'est un groupe qui est financé par un des plus importants soutiens financiers de Donald Trump, milliardaire américain, que la méthodologie de RCP est connue pour fausser les moyennes en faveur de Donald Trump, et qu'on continue de s'y référer, c'est complètement troublant. On a parlé de ce phénomène-là comme l'on a parlé de quelque chose que vous pouvez voir en ce moment. C'est même pas moi qui vous en ai parlé en premier, c'est Jean-Marc Léger, dont c'est le métier, qui vous a raconté ce phénomène du herding. Le herding, c'est le troupeau, hein. Le herd, c'est un troupeau de moutons. C'est lorsque, en fin de campagne, pour éviter d'être trop ridicule dans 15 jours, parce que comme Jean-Marc nous l'a raconté, on peut se tromper pendant 6 mois, 1 an, c'est le dernier sondage qui compte. Et donc, pour éviter d'être trop dans les écarts,
les sondages se rapprochent tous les uns aux autres, y compris les plus fous, qui donnent du +3, du +4, du +5, du +6 à un candidat ou à l'autre. Finalement, tout ça se compresse et les sondages se ressemblent peu à peu, qui donnent ce sentiment que la course électorale est complètement figée. Est-ce que c'est vrai ou pas? On va évidemment en parler, mais qui fait que les écarts diminuent parce qu'il y a quelques mois, on avait du +4, du +5 et là, d'un coup, tout le monde revient à peu près dans les mêmes limites pour éviter d'être ridicule dans 15 jours ou au pire, si les sondages dans 15 jours sont complètement faux, pour dire, bah, vous voyez, c'est pas que nous, c'est l'ensemble de la profession qui s'est planté. Donc, il y a ce phénomène-là, le herding, dont on a pas mal parlé. Et puis, il y a un autre concept qui est extrêmement important, qui est un concept de calendrier et qui est lié à ce qui se passe. Ce concept de calendrier, c'est ce qu'on appelle le polling drought, donc attendez, je cherche le mot en anglais, la sécheresse des sondages. En ce moment, et ça va vous étonner ce que je vais vous dire, parce que vous allez avoir le sentiment, vous avez justement le sentiment d'être inondé chaque jour de nouveaux chiffres. En fait, on est dans une sécheresse du sondage qui est un phénomène qui existe tous les 4 ans. Je m'explique. Les grandes compagnies, on parle ici du top 20, du top 25 des compagnies de sondage qui sont souvent associées à de grands quotidiens comme le New York Times, comme Washington Post, comme des grandes chaînes, CBS, CNN, etc., etc. Ces compagnies-là qui nous ont habitués à des sondages réguliers, font une pause dans leur publication de sondage. En l'annonçant même, lorsque le 10 octobre, le New York Times publie son enquête qui est réalisée entre le 7 et le 10 octobre avec l'Institut Siena, c'est considéré comme l'institut numéro un de sondage aux États-Unis qui, en 2022, a été le plus proche de la réalité électorale. Début octobre, lorsqu'ils publient leurs chiffres dans le New York Times, ils expliquent « C'est notre dernière enquête avant celle que nous publierons avant l'élection présidentielle ». Et je sais qu'il y a quelques minutes, Jean-Marc Léger vient de faire un tweet en expliquant que l'Institut Léger publiera la semaine prochaine son dernier sondage. Et c'est parce que, évidemment, c'est ceux qui ont le plus d'attention. Et donc, tous les grands groupes attendent cette période-là, la dernière semaine, les derniers 10 jours, des fois les dernières 48 heures, pour publier un sondage. Et en attendant, et donc c'est dans la période que nous sommes en train de vivre, il n'y a pas de publication de sondage de ces compagnies qui sont complètement irréprochables sur la méthode. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas d'erreur, mais ce sont des compagnies qui sont irréprochables sur leur méthodologie et irréprochables sur leur indépendance politique. C'est vraiment important. Et donc pendant 2-3 semaines, ces compagnies-là ne sont plus présentes. Je vous reviens sur la date. La dernière fois que le New York Times, compagnie numéro 1, a publié un sondage, ça a été entre le 7 et le 10 octobre. On est le 22. Depuis, c'est le silence complet. Et il faudra attendre encore une semaine pour faire ça. Et donc, cette période-là, assez ironiquement, c'est une extraordinaire opportunité. Parce que c'est le moment où l'attention, notre attention, votre attention, l'attention des médias, et surtout des médias francophones, qui ne vont pas vous faire vivre la campagne américaine au jour le jour, mais qui, 15 jours, 3 semaines avant, commencent à se réveiller en se disant « Oh là là, il y a un gros truc qui va se passer de l'autre côté de l'Atlantique, il faut se lancer dans des émissions spéciales, des débats, il faut faire venir des experts de plateau parce qu'il faut qu'on y aille, la coco, c'est le bon moment. » Et à ce moment-là, donc, dans cette période qui est revendiquée, qui est annoncée en avance par les instituts, je vous rappelle encore une fois qu'aux États-Unis, il n'y a pas
il n'y a pas d'organisme, de commission de sondage, donc et on peut faire tout et n'importe quoi, malheureusement. Cette période-là, c'est celle où notre attention commence à se faire sur les sondages. Et c'est à ce moment-là une opportunité énorme pour deux styles de sondage de venir occuper le terrain. Hein, ils savent qu'ils n'ont pas de concurrence, donc c'est une magnifique publicité pour les compagnies de sondage qui sont très très mal notées par rapport à leur méthodologie et par rapport à leur historique. Donc c'est de dire que on va être en avant, on va parler de nous, et donc on a des compagnies, ce qu'on appelle du troisième tiers, qui viennent parler. On verra tout à l'heure, je vais vous montrer un exemple très concret de ce phénomène en Pennsylvanie. Et donc, il y a des compagnies qui sont classées 60e, 100e, 120e, 160e, ou qui ne sont même plus classées en termes de terminologie, qui apparaissent. Et puis, évidemment, c'est comme on l'a vu en 2022, comme on l'avait déjà vu en 2020, mais les experts de plateau et les journalistes ont la mémoire courte. C'est le moment rêvé pour toutes ces boîtes qui sont liées à la campagne Donald Trump de publier leurs sondages. Et donc, on voit que depuis le mois de septembre, parce qu'on rentrait peu à peu dans cette période de sécheresse de sondages de qualité, il y a eu plus de 70 sondages de groupes directement liés à la campagne de Donald Trump. En tout cas, si ce n'est pas directement, ce sont directement avec des alliés de la campagne de Donald Trump. Et on le voit évidemment dans les États qui comptent. Alors, on va illustrer ça. On va illustrer ça en regardant la Pennsylvanie, dont tout le monde, évidemment, a le regard tourné vers la Pennsylvanie. En vous disant, ben voilà, la Pennsylvanie, c'est 19 grands électeurs. Si Donald Trump gagne la Pennsylvanie, il faut que Kamala Harris fasse un sans faute ailleurs. Si Kamala Harris gagne la Pennsylvanie, bah, c'est quasiment impossible pour Donald Trump de rattraper son retard. Et donc, la Pennsylvanie, on va regarder les sondages et là, on va se régaler. Les derniers sondages. Donc ça, c'est la liste des sondages qui sont utilisés par 538 dans leur dernière moyenne de la Pennsylvanie. C'est important, on va en parler, on va les voir peu à peu, et après je vais vous expliquer comment la moyenne est faite et les effets d'introduire ces sondages pourris dans le truc. Donc on voit qu'il y a toute une série de sondages, il y en a quelques-uns qui donnent en tête Kamala Harris, mais la plupart donnent Donald Trump devant Kamala Harris. Et là, on regarde la liste des compagnies. Le dernier sondage qui est utilisé, c'est Cantus Insight. Donc, Cantus Insight, c'est une compagnie, vous pouvez aller voir leur compte Twitter, leur compte sur leur présence sur les réseaux sociaux. C'est un groupe qui est un groupe hyper partisan, qui ne s'en cache même pas, et qui est lorsque vous allez voir les noms des personnes qui sont en charge de cette compagnie, ce sont des anciens de l'administration Trump, des anciens de la campagne Trump, et ce sont des gens d'extrême droite. Donc, OK, dernier sondage, Cantus Insight, Trump plus 2, intéressant. On arrive à Trafalgar. Il faut savoir que le classement des sondages de 538, et Net Silver aussi en a un, le classement de 538 note 283 compagnies de sondage, et Trafalgar est noté 279 sur 283. Ils sont à 4 places de la fin. Donc vous voyez que maintenant ce que met en plus 538, ils mettent un petit triangle bleu ou un petit losange bleu ou un petit losange rouge lorsque l'on sait que ce sont des groupes qui travaillent uniquement
pour les républicains. Mais là, Trafalgar, c'est pas que l'on sait uniquement qu'ils travaillent pour des partis républicains, c'est qu'on sait que leur méthodologie n'a aucun sens. Et justement, il y a une étude qui vient d'être faite sur le comparatif des données qu'ils rendent publiques. Et imaginez, ce sont les données qu'ils rendent publiques. Et statistiquement, leur groupe ne bouge jamais. Comme si, sondage après sondage, ils avaient le même nombre de personnes de cet âge-là, le même nombre de personnes républicaines, le même nombre de personnes démocrates. C'est impossible. Mais voilà, c'est Trafalgar Group. Donc vous voyez, Trump plus 2 pour le premier, Trump plus droit. Donc à partir de là, c'est compliqué. On passe dans Redfield et Winston Strategies, qui est aussi un groupe qui depuis 2 ans fait des sondages, qui est apparu il y a 2 ans, dont tous les sondages sont favorables aux républicains. Ils sont classés 118e. 118e. Et après, on arrive dans cette fameuse compagnie qui est Atlas Intel, qui est une compagnie brésilienne, et dont le classement sera revu après l'élection. C'est une compagnie qui est mise en avant très souvent par 538 et par Nathan Silver, parce que en 2020, figurez-vous que c'est la compagnie qui a donné le résultat électoral le plus proche. Déjà, en termes de statistiques, on ne compare pas les sondages de 2020 à ceux de 2024 pour des tas de raisons. La méthodologie a changé, mais c'est pas grave. En 2020, ils ont fait un très bon score. Pourquoi ? Parce que c'est une compagnie qui met toujours en avant le candidat de droite, quel qu'il soit. Ils font des sondages dans le monde entier. Ils font des sondages dans le monde entier. Et donc, vu que les compagnies de sondage avaient sous-estimé Donald Trump, eux, ce qu'on pensait être à l'époque en surestimant Donald Trump, en fait, s'étaient approchés de la réalité. Et lorsque je vous parle qu'ils ont cette tendance de surestimer les candidats de droite, Atlas Intel, on en a un petit peu parlé en France en 2022. Évidemment, on ne s'en souvient pas. Lorsque les experts de plateau vous en parlent, ils ne vont jamais vous parler de ça. Atlas Intel, c'est quand même la compagnie qui avait expliqué que Zemmour allait aller au 2e tour. Et c'est cette compagnie qui avait qui s'était trompée de 18 points, sur la performance de Marine Le Pen contre Emmanuel Macron, en publiant à quelques jours de l'élection un sondage qui donnait Marine Le Pen devant Macron de 1 point. Donc, on va être extrêmement prudent là-dessus. On arrive après au Bulfinch Group. On se rend compte que le Bulfinch Group, en fait, il n'est plus noté par 538 parce que il est trop récent. C'est une compagnie de sondage, même si là, elle donne +1 à Kamala Harris. Il faut utiliser la même règle. C'est une compagnie qui vient d'apparaître sur le marché, donc on va être extrêmement prudent. Après, on passe à Morning Consult, qui est noté 107e. Donc, vous voyez les trois compagnies avant d'arriver au Washington Post, c'est 279e, 118e et 107e. On arrive enfin au Washington Post. Donc, le Washington Post, c'est intéressant parce que il fait partie justement des sondages sérieux à la méthodologie qui est complètement claire, transparence, et qui, s'ils étaient en France, ils pourraient travailler sans aucun problème. Et donc là, on voit que Kamala Harris, +4, +3, donc c'est une compagnie sérieuse qui met en avant donc Kamala Harris, +2, +3. Excusez-moi, je lisais le mauvais tableau. Et on arrive en dessous, on continue. On a Redfield. Alors, c'est très bizarre, Redfield, parce que donc Redfield, encore une fois, elle est 118e. Et vous les avez vus au-dessus. Donc là, le 14 octobre, hein, Thomas, si tu peux remonter, le 14 octobre, Redfield vous dit que c'est à égalité. Et puis, le 16-18 confirme son chiffre. Des compagnies de sondage qui publient des sondages tous les 2 jours, Jean-Marc pourrait vous en parler, méfiance, parce que le sondage nécessite une méthodologie. Et comment on fait pour, en 2 jours, interroger un nouveau panel,
classer ce panel et en trouver donc les résultats. Donc on va passer, on arrive, donc c'est le deuxième de cette liste, de cette longue liste sur le mois d'octobre, on arrive à la deuxième compagnie sérieuse qui a sondé la Pennsylvanie. Donc après le Washington Post, c'est le New York Times qui est classé numéro 1 aux États-Unis, qui en 2022 avait été, on a trouvé qu'il n'avait pas de ce qu'on appelle du partisan bias, c'est-à-dire qu'il ne donnait pas un avantage systématique aux démocrates ou un avantage systématique aux républicains. Donc c'était la compagnie la plus neutre et eux, associés au Philadelphia Inquirer, qui est le journal local, trouvent Harris plus 4 et Harris plus 3. Hein, ça dépend si on est en likely voter ou en registered voter. Donc, c'est intéressant. On continue pour vous montrer cette liste. On descend. On est dans le 2 octobre. C'est la compagnie American Pulse Research and Polling. American Pulse Research and Polling. Allez tenter d'avoir des informations sur cette compagnie-là parce qu'elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Elle n'a pas d'adresse. Elle n'a pas de personne identifiable derrière. La seule adresse qui est attachée à cette compagnie qui publie des sondages et qui se retrouve donc dans les indices, les agrégateurs de sondages en recevant du +1 pour Trump, c'est une compagnie qui a son adresse, c'est une boîte postale UPS. C'est la seule chose qui existe sur cette compagnie-là. Et puis on descend, on a Redfield et Wilton Strategy. Qui sont à leur troisième sondage en 7 jours, qui est toujours 118e et qui, cette fois, met Trump +2. Et puis, là, on rentre dans la beauté sublime je vous parle évidemment le dernier, c'est un sondage interne à la campagne de Donald Trump. Donc, un sondage interne à la campagne de Donald Trump qui ne publie aucune méthodologie. Hein, c'est juste, il y a un leak. Il y a une fuite d'une information, un mémo de la campagne Trump en expliquant qu'ils sont en avance, sans info. Ça se retrouve dans les agrégateurs de sondages. Pourquoi ? Parce qu'il n'y en a pas d'autres en ce moment. Donc, il faut remplir, il faut que les gens tous les jours viennent voir les nouvelles moyennes. Donc, on utilise ces compagnies complètement bidons. Voilà, tu as ta réponse, Marco Il Biondo. Et on arrive à Tip Insights. Alors là, c'est extraordinaire parce que Tip Insights, on voit qu'ils ont un travail avec American Greatness. Donc, American Greatness, je vous conseille d'aller voir. Ce que je vous dis, c'est complètement public. Ils ont un site internet. C'est un compte d'extrême droite américaine, pro-Trump, qui au quotidien publie des informations et des éditoriaux contre Kamala Harris au quotidien. Toutes les rumeurs pourries que vous voyez sur Internet sont sur American Greatness. Et donc, il sponsorise un sondage avec ce groupe de Tip Insight. Et donc, Tip a publié, et c'est là qu'on est mort de rire, ils ont publié le premier sondage en Registered Voters, donc en électeurs inscrits, et on est à +4. +4 pour Kamala Harris. Ça craint un peu lorsque notre employeur, la personne qui vous paye ce sondage, c'est une compagnie pro-Trump. Et donc, résultat, ils mettent ce qu'on appelle un screen, un filtre sur ces chiffres-là en disant « Non, mais attendez, ça, ce sont les électeurs inscrits. Nous, on a fait notre cuisine interne, on arrive à des likely voters et hop, d'un coup, on passe de +4 à Trump +1, une perte de 5 points selon le modèle. Et lorsqu'on regarde le modèle, lorsqu'on regarde la manière dont il a été balancé, parce qu'ils ont peur de rien, ils publient leurs informations, c'est là qu'on se rend compte qu'ils ont coupé entre le +4 Harris et le +1 Trump, ils ont coupé tous les résultats de personnes interrogées qui vivaient à Philadelphie, qui est à peu près l'endroit où le plus d'Américains de Pennsylvanie votent. Et donc, en se disant, OK, on enlève Pennsylvanie et on garde que des électeurs dans les campagnes qui sont pro-Trump, on arrive à ce chiffre-là. Donc oui, on est vraiment rentré dans le monde de la post-vérité, nous sommes bien d'accord. Et donc voilà, donc ces chiffres viennent évidemment ont un effet. Donc
les compagnies de ces fameux comptes d'agrégation qui sont évidemment pointés du doigt. Ils disent non, non, mais attendez, c'est pas des effets extrêmement intéressants, extrêmement importants, parce que oui, peut-être ces sondages ne sont pas de très bonne qualité. Il y a Nate Silver qui a fait un papier dessus. Je suis abonné à son site, hein, donc ce n'est pas, je ne suis pas contre Nate Silver. Il écrit aussi des choses extrêmement importantes, mais alors là, évidemment, tout ça, c'est pas mis en avant lorsqu'on vous partage les chiffres de Nate Silver. Il dit non, non, de toute façon, ces sondages ne viennent pas influencer. Ok, d'accord, ils n'ont pas vraiment d'influence. Il dit non, mais la preuve, c'est que en ce moment, Kamala Harris a une avance de 3 points au niveau national. Je suis sûr que c'est pas la perception que vous avez en ce moment que Kamala Harris a 3 points d'avance au niveau national. Mais en tout cas, ça, c'était il y a 2 jours. Et donc, il explique que, en fait, avec les sondages républicains, son avance tombe à 2 points. Donc, d'un coup, c'est pas vraiment important, mais on a perdu 1 point sur la moyenne. On est parti de 3 à 2. Et il dit, mais si on les enlève, elle passe à 3,4. C'est Nate Silver lui-même qui le dit. C'est-à-dire que si on ne compte plus ces sondages qui viennent pourrir les agrégateurs en ce moment, ben dans la réalité, elle a 3,4 points d'avance sur le plan national si on veut croire les sondages actuellement. Voilà. Donc ça, c'est un point. L'autre point, pourquoi ces sondages-là ont autant d'impact sur la campagne? Parce que on a découvert que 538 et Décision Desk, qu'on voit qui est beaucoup utilisé, entre autres par des gros médias américains comme NBC. On va montrer leur moyenne. Là, on va voir donc voilà leur moyenne où on voit donc les courbes se rapprocher. 48,6 contre 47,7 pour Kamala Harris, donc moins d'un point. Moins d'un point. Eux, ils parlent de leur méthodologie de manière ouverte. Et leur méthodologie, parler de leur méthodologie de manière ouverte, on apprend quoi? Que les derniers chiffres, les dernières enquêtes ont un impact toujours plus fort. Donc on va vous expliquer, non mais c'est pas important. Hein, cette dernière enquête, elle a eu un impact de 0,1 sur les chiffres, sur la moyenne. Ok, mais quand vous en avez 5, quand vous en avez 10, quand la totalité, hein, je vous ai montré tous ces sondages de Pennsylvanie, il n'y en a que 2 de qualité dedans qui d'ailleurs donnent un avantage de 3 à 4 points à Kamala Harris. Je ne sais pas si ça va être le score final, mais en tout cas, c'est ça. Et qu'on dit à chaque fois, oui, mais à chaque fois qu'on en met un dedans, il a un impact de 0,1. Parce qu'on apprend, je pense qu'on a on a même c'est confirmé par le patron de Nouveau Polls. Voilà, par le patron de Decision Desk IQ, il dit que en fait, ce qui se passe, c'est que les nouveaux sondages, polls that are most recent are given more weight than older ones. C'est-à-dire que lorsque vous avez un de qualité qui date du 8 octobre et qui est celui du New York Times, et que d'un coup, au-dessus, vous en avez 5, 6 autres qui sont pourris, dans les indices, ben, ce sont ces chiffres-là qui vont être d'abord choisis, qui vont avoir plus de poids dans ces moyennes-là. Et donc, ça donne aussi, en tout cas, ça amplifie cette perception. Ça amplifie cette perception. Et on va la voir dans une autre étude qui a été faite récemment sur 2 ans, hein, de sondages YouGov. Ces sondages YouGov, donc, c'est des sondages qui souvent apparaissent au quotidien. C'est une des compagnies, je sais qu'elles sondent aussi en France. Et c'est l'évolution ces dernières années de la présence de démocrates et de républicains dans leur échantillon. Donc le point de départ, c'est le score des moyennes du nombre de démocrates qu'il y a aux États-Unis grâce aux listes électorales et grâce à l'élection de 2021. Et vous voyez que
année après année, et surtout ces derniers mois, il y a une accélération et on arrive à un moment où les républicains sont surreprésentés dans les échantillons de sondage par rapport aux démocrates, même si les démocrates sont toujours en avant. En fait, les panels correspondent moins à la réalité. Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas un dessein de contrôler l'opinion de la part de YouGov, mais Jean-Marc nous en avait parlé. La crainte aujourd'hui des sondages, en 2016, les compagnies de sondage se sont plantées sur Donald Trump en sous-estimant son score. En 2020, les compagnies de sondage se sont plantées en sous-estimant son score. En 2024, ils ne veulent pas se planter en sous-estimant son score de nouveau. Et la meilleure manière de ne pas se planter, c'est de surreprésenter les électeurs pro-Trump dans les échantillons qui permettent, c'est de la cuisine interne, qui permettent à faire les sondages. Donc ça, c'est une réalité. La réalité d'aujourd'hui, avant de répondre effectivement, mais oui, mais est-ce que quand même, malgré tout, Donald Trump progresse? Est-ce que Kamala Harris est en train de s'effondrer? On va regarder ça et vous allez avoir une réponse honnête sur le sujet dans quelques secondes. Justement, on va le faire maintenant. Donc, on va faire une petite pause, le temps de charger tout ça, et puis on se retrouve tout de suite. Donc voilà, maintenant que nous avons vu la cuisine interne des sondages et la démonstration que je viens de vous faire pour la Pennsylvanie, j'ai choisi la Pennsylvanie parce que c'est l'État le plus clé dont on parle le plus en ce moment. On aurait pu faire, en ce moment, on se rend compte qu'il y a 2 États qui sont extrêmement visés par ce phénomène-là, la Pennsylvanie et la Caroline du Nord. En Caroline du Nord, si on regarde tous les sondages qui sont sortis depuis le début du mois d'octobre, il y en a eu une quarantaine. La majorité des sondages qui ont été publiés sont par des organismes liés d'une certaine manière, idéologiquement ou liés directement à la campagne de Donald Trump. Donc, encore une fois, restez prudents sur ce que vous voyez. Nous sommes dans une période qui est en train de s'achever. À partir à mon avis, de la fin de semaine, on va retomber sur des sondages un peu plus sérieux qui vont être intéressants, même si on va garder en tête le phénomène du herding, etc., etc. On va avoir ces grosses compagnies, Ann Selzer, on va avoir le New York Times, le Washington Post, qui vont faire des nouvelles enquêtes et qui donc vont un petit peu gommer cette période complètement folle de sécheresse électorale, donc de sécheresse de sondage, et qui est donc abusée, parce qu'on le sait, c'était une réalité de calendrier, et donc on voit une espèce de concordance entre les paris. D'ailleurs, je vous ai parlé en long, en large et en travers de Polymarket. Je suis heureux de voir que les médias américains se sont enfin penchés sur Polymarket et la manière dont c'est utilisé par les comptes d'extrême droite. Polymarket est un organisme de paris en crypto-monnaie interdit sur le territoire américain.
D'ailleurs, le fait que Polymarket soit un peu critiqué, on se rend compte que maintenant Elon Musk va mettre en avant d'autres sites, mais qui sont toujours des sites de paris facilement modifiables. Donc, je vous avais raconté que du côté de Polymarket, il suffisait de un gros compte pour faire basculer le marché d'un côté à l'autre. Et donc, il y a eu d'énormes enquêtes, entre autres faites par le Wall Street Journal, sur les activités de Polymarket pour se rendre compte que en fait, c'était 4 comptes qui étaient responsables de ce qui s'est passé en termes de marché, c'est-à-dire les courbes qui se sont croisées, ces 4 comptes, et que ces 4 comptes, en fait, appartenaient très vraisemblablement à une seule personne. Et il y a une enquête très intéressante donc, dans le Wall Street Journal qui reprend justement du travail fait par des groupes comme, même si ce n'était pas eux, comme Reflet.info, qui se sont rendus compte qu'il y a une probabilité extrêmement importante que la personne qui est derrière ces mouvements, la personne, une personne, qui est derrière ces mouvements-là soit française. Donc, évidemment, on va suivre ça. Mais c'est intéressant et c'est extrêmement dangereux parce qu'on le voit que du coup, il y a une concordance d'intérêts entre Elon Musk, entre Polymarket, entre ces compagnies de sondage bidon et Donald Trump pour mettre en avant le fait que Donald Trump est en avance, Donald Trump ne peut pas être arrêté. Et évidemment, d'utiliser ça comme argument parce qu'on installe dans les consciences et les journaux et les experts de plateau complètement pourris contribuent à ce phénomène d'installer dans les consciences que Donald Trump est en train de gagner. Et s'il perd le 5 novembre, on va se dire, mais attendez, comment c'est possible? Il avait 30 points d'avance sur Polymarket. Tous les sondages donnaient gagnant, mais c'est parce que nous en sommes là. Et donc, tout ça n'est pas un accident. Donc, voilà pour Polymarket. Euh, et donc, malgré tout, il y a la question qui se pose. OK, on a vu cette manipulation, on a vu cette surreprésentation en ce moment. Hein, elle est diluée lorsqu'on se dit, bah tiens, sur la Pennsylvanie, il y a 18 sondages bidons sur les 20 chiffres présents depuis le mois de septembre. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, mais elle est un petit peu diluée dans le temps. Mais si vous la compressez sur les dernières semaines, vous allez voir que les grosses compagnies ne sont pas là. New York Times n'a plus publié de sondage sur la Pennsylvanie depuis le 7 octobre et que ce sont que ces compagnies-là dont je vous ai présenté, dont une qui donnait donc Marie Le Pen gagnante en France, qui publie des sondages. Mais donc, malgré tout, il y a la question de se dire, est-ce que nous vivons dans une bulle, hein, le travail à faire ici, à chaque fois, c'est de tenter de percer la bulle et se disant est-ce qu'on cherche du biais de confirmation, est-ce que c'est vrai ou pas? Et donc on va utiliser, on va se dire ok, on va faire confiance à un de ces agrégateurs, on va partir, et ce que je vais vous montrer, on pourrait aller sur celui de Nate Silver, ça serait exactement la même chose, on va pas le faire ici parce qu'il faut il faut un accès code payant et il est sur mon ordinateur de bureau, on l'a pas ici, donc on va partir sur 538, hein, donc avec toutes les réserves que vous avez en tête, pour regarder la courbe nationale où on a donc ce sentiment que Kamala Harris est en train de s'effondrer et que Donald Trump va gagner l'élection. Donc on voit que côté sondage, et c'est extrêmement important, côté sondage, 538, gardez ça en tête, donne une avance, toujours en avance, donc elle a 1,6, elle est toujours en avance, donc évidemment il y a une espèce de tension en se disant mais mon Dieu, mais mon Dieu, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe pour Kamala Harris? 48,1. Et donc lorsqu'on va regarder, on va aller au 1er septembre, lorsqu'on va regarder cette courbe de Kamala Harris, aux surprises, aux surprises, euh, on va se rendre compte qu'en fait, elle a progressé. Le 1er septembre, alors qu'on avait le sentiment qu'elle allait tout exploser, elle était à 47,8 en moyenne, et que donc, lorsqu'on vas-y, et même Thomas, tu peux continuer à glisser, donc on va voir que en fait, elle a été quelquefois légèrement au-dessus, mais dans la réalité, cette campagne est complètement stable. Le phénomène,
est lié à différents facteurs. Il est lié, par contre, regardez ce qui se passe au niveau de la courbe. Si on retourne le 1er septembre, de la courbe de Donald Trump. On voit que le 1er septembre, on lui donnait 44,7 et que actuellement, il a presque 47%. Et qu'en fait, ce n'est pas un effondrement de Kamala Harris, mais c'est une remontée de Donald Trump. Donc, est-ce que ça veut dire que les Américains se rallient derrière lui? Donc, une partie de cette remontée de Donald Trump, elle est liée évidemment au fait que il y a ce phénomène dans les sondages. On vous dit, ouais, mais si ça fait changer que de 1 demi-point, voyez l'impact que sur une courbe où on se retrouve avec des élections qui sont serrées, un demi-point peut avoir. Hein, on ne serait pas à 1,6, on serait à 2,1 et peut-être que du coup, on serait moins angoissé et que les émissions françaises ou francophones ne vous feraient pas des spéciales sur la panique des démocrates, du coup. En tout cas, il y a cet effet-là. Et il y a l'effet aussi qui est soit réel, soit le fait que Donald Trump était sous-représenté, les résultats de Donald Trump n'étaient pas conformes à sa réalité. Et le fait que c'est possible qu'il y ait ce phénomène où les derniers électeurs de Donald Trump qui étaient dans l'hésitation sont venus se coller sur on rejoint Donald Trump. Donc ce phénomène de on rentre à la maison. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte que Donald Trump arrive à ce qui a été toujours son plafond. 2016, 2020, et à chaque émission, vous pouvez aller regarder toutes les participations de Jean-Marc Léger à nos émissions sur les sondages. Toutes les participations, que ce soit il y a 2 semaines ou il y a 2 mois ou même avant, Jean-Marc vous a toujours expliqué que le plafond de Donald Trump était autour de 47%. Et donc, ce qu'on se rend compte, c'est que simplement, Donald Trump, aujourd'hui, effet de sondage ou pas d'effet de sondage, se retrouve à son niveau de plafond habituel et le contraire serait inquiétant, il ne réussit pas à passer au-dessus de son plafond. On le voit même dans cette période où la plupart des sondages lui sont positifs parce que ce sont ces sondages dont je viens de vous mettre en avant le peu de fiabilité. Il est toujours dans ces 47%. 47% des voix, ça ne permettra pas à Donald Trump d'être élu. Je sais qu'on va me dire, oui, mais regarde, en 2016, la situation était différente. On a fait une émission pour savoir c'est quoi le nombre de points que Kamala Harris a besoin pour gagner. C'était 3 points en 2016, c'était 4 points en 2020. C'était l'avantage des républicains au niveau du collège électoral. Actuellement, on est entre du 0,5 et du 1 point. Donc, vous voyez, si on enlève ces sondages pourris et on se dit Donald Trump est à 47% et Kamala Harris est entre 1,6 et 2 points d'avance, on est tranquille. On est tranquille du niveau de la campagne de Kamala Harris. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de panique au niveau de la campagne de Kamala Harris. Surtout que eux n'utilisent pas tous ces sondages-là. Je vous l'ai déjà expliqué. Ils font du qualitatif. Ils ont d'autres instruments de mesure de cette élection. Et je vais vous montrer pourquoi, justement, il n'y a pas de panique à ce niveau-là. Et je vais aussi vous montrer un tweet l'hypocrisie de ces compagnies, donc de ces agrégateurs. Tout à l'heure, je vous remets la citation de Nate Silver, qui va mettre en avant qu'en termes de favoris, Donald Trump actuellement est devant. Donc, il vous explique que dans la réalité, 3 points d'avance nationalement pour Kamala Harris, 3 points d'avance
que si on enlève ces sondages pourris, elle n'a que 3,4. Je peux vous dire qu'en termes de perception, ça serait complètement différent si on mettait ce chiffre en avant. Et puis, je vais vous montrer un tweet de G. Elliot Morris. G. Elliot Morris, c'est qui? C'est le grand patron de 538. C'est lui qui a remplacé justement Nate Silver lorsque il a été licencié. Et donc, il explique que dans la réalité, les fondamentaux de la campagne, les fondamentaux de la campagne, c'est que Harris, elle est à plus 3. Elle est à plus 3. Ah, elle est à plus 3 et lorsqu'on va dans leur moyenne de sondage, elle est à 1,6. Elle est à 1,6. Donc, on va voir le... on a vu Thomas vous a montré la courbe, elle est à 1,6. Donc vous voyez ce message 10-20 hein, aux États-Unis en inverse. Ce message a été posté le 20 octobre, il y a 2 jours. Et donc, évidemment, on lui demande, mais c'est quoi ces fondamentaux? Et il dit, en fait, les fondamentaux, c'est un mélange de différents facteurs qui sont justement la possibilité de faire des erreurs de sondage, les conditions économiques. Ça ressemble un petit peu ça ressemble un petit peu au baromètre de la chute, le taux d'approbation, etc., etc. Et donc, une fois qu'on va derrière les chiffres qui vous inquiètent, on se rend compte que vous avez les 2 patrons, 538 et de Silver Bullet, qui vous expliquent que dans la réalité, actuellement, Kamala Harris entre 3 et 3,4 d'avance sur Donald Trump. Voilà. Donc, ça, c'était pour les sondages. On va maintenant regarder justement côté fondamentaux, early vote et argent et tout le reste. Et vous allez voir que le portrait qu'on vous fait jour après jour sur des comptes Twitter et sur des médias francophones, je parle ici de la France, au Québec, j'imagine qu'en Belgique, c'est la même chose. Vous allez voir, ça pique. À tout de suite.